Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les participants de ce webinaire de la prévention médicale. La prévention médicale propose depuis une bonne dizaine d'années maintenant ce type d'événement. La prévention médicale est une association qui traite de tout ce qui est sujet de prévention des risques médicaux et paramédicaux. Et aujourd'hui, on a choisi de traiter le difficile sujet des erreurs médicamenteuses et c'est pour ça qu'on a demandé au docteur Jérôme Coutet, au docteur Frédéric Martin de traiter ce sujet-là. Donc, je vais laisser à Jérôme le temps de se présenter et puis ensuite à Frédéric. Bonjour à tous, merci Bruno. Donc moi je m'appelle Jérôme Coutet, je suis pharmacien hospitalier et depuis maintenant plusieurs années, j'ai exercé plusieurs fonctions institutionnelles, notamment la coordination de la gestion des risques associés aux soins. Donc ce qui m'a beaucoup amené à travailler sur le pilotage de démarches qualité-sécurité. Et mon parcours institutionnel, là, depuis quelques mois, il est arrivé au niveau de la présidence de la CME, donc avec une responsabilité, encore une fois, sur la politique qualité et sécurité des soins. Et donc, avec mon prisme pharmacien hospitalier, je continue à œuvrer pour la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Merci Jérôme. Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Frédéric Martin, je suis médecin anesthésiste réanimateur depuis longtemps, depuis 98. Je suis fondateur de la Safe Team Academy, une plateforme de formation pour développer la culture sécurité dans les soins et fiabiliser les pratiques. Et puis, j'ai un passé d'ancien membre du comité sécurité patient à la Société européenne d'anesthésie. Merci Frédéric. Et moi, je suis donc Bruno Fratini. Je suis cadre supérieur de santé IAD et maintenant ingénieur en prévention des risques. Donc, on a imaginé ce trio parce que finalement, le médecin, le pharmacien et le paramédical ont des rôles importants à jouer. Donc, on va essayer d'animer cette séance, ce moment de partage avec vous, de manière un petit peu dynamique. Je précise à tous ceux qui sont connectés en ligne que vous avez au niveau de votre écran une fenêtre possible en haut à droite qui s'appelle chat participant et vous pouvez poser vos questions en direct là-dessus. Je vais les prendre en considération. Alors, vous êtes très nombreux à être inscrits. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter toutes les questions, mais en tout cas, j'essaierai d'en faire une synthèse et d'interroger Jérôme et Frédéric chaque fois que ce sera nécessaire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je le dis en préambule, mais pour ceux qui le souhaitent, ils pourront revoir ce webinaire en replay autant de fois qu'ils le souhaiteront. Voilà. Alors, Jérôme, je vous laisse la parole. Je passerai les slides au fur et à mesure. Dès l'instant que vous me le direz, je vais faire juste un petit mot d'introduction. Pourquoi est-ce qu'on a voulu traiter ce sujet-là? Parce que depuis plusieurs décennies maintenant, on nous parle des erreurs médicamenteuses. Et vous voyez, la dernière enquête ENEIS faisait part de 55 000 à 135 000 événements indésirables dans tous les hôpitaux. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pour l'établissement de santé, mais on n'a aucune vision de ce qui se passe sur les soins primaires. Et puis, les erreurs médicamenteuses, ça constitue la troisième cause d'événements indésirables après les actes invasifs et les infections liées aux soins. Donc, quand on recherche un petit peu dans les données combien il peut y avoir de décès liés à une erreur médicamenteuse, on n'a pas d'éléments statistiques précis. On sait qu'il y en a beaucoup. Certains parlent de 10 000 décès par an, il y en a d'autres qui parlent de 30 000, ce qui me paraît énorme. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des erreurs tous les jours dans nos établissements de santé et qu'il est important qu'on puisse s'emparer du sujet pour essayer de les prévenir.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Jérôme, je vous laisse la parole et je défile le PowerPoint dès que vous m'en demandez. Merci Bruno pour cette intro. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, hein, donc comme ça a été dit, c'est comme l'intitulé de ce webinaire, c'est de prendre un grand angle. Et on va peut-être moins s'intéresser aux mesures techniques classiques qui sont déjà bien connues, mais plutôt essayer d'insister sur ce qui peut faire la différence. C'est le diagnostic du travail réel, prendre en compte les facteurs humains, la communication, l'apprentissage et le pilotage managérial. Et comme rappel, hein, et comme conducteur, on peut se rappeler que dans un événement, enfin quand il y a un événement grave, on se retrouve rarement avec une cause, mais on a plutôt une trajectoire en fait qui est rendue plausible par l'organisation, et c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Et donc, pour cette première diapo d'intro, en fait, moi je vous propose un fil rouge simple qui est que les 5 B, ils sont un objectif partagé, mais ils ne se gagnent pas au dernier moment. Les 5 B, ils seront le résultat d'un système. Et donc, au final, repositionner les 5 B comme un output, eh bien, c'est ne pas exiger toujours plus de vigilance individuelle, notamment auprès de l'IDE qui va être en bout de chaîne et administrer le médicament, mais plutôt essayer de rendre l'organisation plus robuste avec un diagnostic correct, des barrières adaptées au terrain, et puis un pilotage qui tient dans la durée. Bruno. Donc, pour ça, le point de départ, c'est correctement diagnostiquer notre processus, je vais dire. En tout cas, notre organisation. Et en sécurité médicamenteuse, mais comme dans tout domaine, hein, on a vraiment une tentation, c'est toujours aller très vite aux solutions. On a un problème, il n'y a qu'à ajouter un contrôle, il n'y a qu'à faire un rappel des bonnes pratiques, on n'a qu'à réécrire une procédure. Mais en fait, si on n'a pas compris le travail réel, les contraintes, la variabilité, les contournements qui se mettent en place, etc., on va traiter un symptôme, super, mais en fait, avec très peu d'effets en pratique sur le terrain. Et donc, l'idée qui conduit un peu mon action managériale, pas que sur le médicament, mais même à travers la CME, c'est de se dire, et de reprendre un peu ce que Einstein avait dit, alors là c'est une formule très très simplifiée, mais qu'en gros, s'il avait 1 heure pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes à essayer de définir le problème, et puis 5 minutes pour trouver la solution. Et donc, en sécurité médicamenteuse, on peut aller exactement sur ce principe-là. Un bon diagnostic, il va conditionner la pertinence et l'acceptabilité des actions. Et donc, l'idée, hein, c'est de travailler sur le réel et pas sur le prescrit. Donc, oui, on peut faire un rappel rapide de ce que sont les 5 B, un bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment. Il y en a qui rajoutent des éléments de traçabilité, d'information, d'autres de dilution, etc. Dans les pays anglo-saxons, ils ont plutôt 10 shakes que 5, mais si on peut déjà arriver à ces 5-là, on sera déjà plutôt bien. Et donc, encore une fois, on ne gagne pas ces 5 B en se préoccupant que de la fin du process. Ça va dépendre de la qualité de la prescription, ça va dépendre des conditions de dispensation. Est-ce qu'on va donner est-ce que le pharmacien va dispenser le médicament avec toutes les informations qui vont avec? Quelle est la place des conditions de travail là-dedans? Les interruptions, la charge, et la charge cognitive est importante. Et puis, tout ce qui tourne autour de la communication, de la supervision,
on verra aussi potentiellement quelques outils. Mais en tout cas, il faut bien se dire que quand l'amont est fragile, on transfère le risque sur le dernier maillon qui est l'administration du médicament. Et donc, il y a, quand l'organisation est fragile, on prend des raccourcis, etc. Et on concentre le risque sur la fin du process. Bruno. Donc ce process, je le rappelle ici, en mode simplifié, hein, faut pas oublier le patient aussi dans tout ça, mais là, si on a d'abord la prescription, ensuite on a tout le processus pharmaceutique de dispensation. Là, c'est présenté en deux étapes, mais on sait que dans la dispensation, il y a la validation de l'ordonnance, donc il y a l'étape validation-conciliation, et puis ensuite, au lieu de parler de dispensation, on devrait parler de délivrance. Il y a la préparation des médicaments, l'administration proprement dite, et puis enfin tout ce qui est le suivi thérapeutique, donc la traçabilité, et puis comment on regarde l'efficacité et la tolérance des médicaments. Et donc, à travers tout ce process, on va pouvoir imaginer des barrières de sécurité qui sont d'ailleurs transposables à tous les concepts, à tous les contextes, pardon, excusez-moi, et qu'on peut regrouper en familles. On a les barrières techniques. Alors souvent, encore une fois, comme je disais en introduction, on a tendance à se concentrer sur ces barrières techniques. On sait qu'elles sont insuffisantes, il faut les connaître, mais ça, je pense que ce n'est pas un problème, hein. Elles sont bien identifiées dans la littérature. Il y a tout ce qui tourne autour des systèmes d'information, la prescription informatisée, la e-prescription, tout ce qui tourne autour de la standardisation des pratiques. Ça peut s'appuyer aussi sur des bibliothèques médicamenteuses, à la fois dans les logiciels, mais aussi dans les pompes, dans les pousse-seringues, et puis toute la partie protocolisation qu'on peut avoir. L'élément très important, c'est tenir compte des barrières humaines, les stop and check, la gestion des interruptions, les modes de communication ou de supervision. Et ces éléments-là sont associés à des barrières organisationnelles, l'habilitation à exécuter un certain nombre de tâches, la gestion des rôles et la définition, la clarification des rôles, la gouvernance, et puis le retour d'expérience et les indicateurs. Et dans cette histoire d'habilitation et de rôle, il y a un élément à prendre en compte qui est tout ce qui tourne autour de la gestion des compétences. Et ça, c'est un élément organisationnel important. Pour manager son équipe, il faut être au point sur la gestion des compétences de son équipe. Et dans la sécurité médicamenteuse, comme dans le reste, c'est un élément clé. Trop souvent, dans nos structures, on a tendance à avoir une case vide, on a quelqu'un à mettre dans la case, on le met dans la case. Mais toute la question des compétences associées à cette personne pour qu'il réponde à ce qu'on attend dans cette case-là, eh bien, c'est trop souvent négligé dans nos systèmes qui sont tendus. Et donc, à travers ces différentes barrières, on va pouvoir établir le bon plan d'action, mais qui ne sera pas applicable partout, qui dépendra du diagnostic local. Et avec des mêmes familles de barrières, on pourra avoir des priorités différentes. Dans deux services du même établissement, on peut avoir le même protocole, mais les risques peuvent être complètement différents en fonction du turnover des patients et de l'équipe et de la charge de travail. Donc ça, c'est vraiment un élément important à envisager. Bruno? Oui. Alors, j'évoque avec vous diagnostiquer le travail réel. Diagnostiquer le travail réel, il peut y avoir plein de possibilités, plein de méthodes, mais il faut qu'on essaie de travailler simplement. Et moi, je vous propose On a Jérôme qui nous a quittés. Alors,
peut-être un problème de bande passante. Jérôme, il faut réactiver le micro et la caméra. Désolé pour ce problème. Oui, on a eu une petite coupure de bande passante, Jérôme. J'ai cru comprendre, c'est bon, vous m'entendez à nouveau? C'est bon, on vous a retrouvé, c'est parfait. Ouais, bon, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vous disais donc, faire le diagnostic du travail réel. Moi, je vous propose une méthode simple en se posant 3 questions. Bien sûr, après, les spécialistes de la gestion des risques et des audits pourront appliquer d'autres méthodes. Mais l'idée, c'est de se poser la question déjà, où est-ce que ça casse, entre guillemets. Donc, on choisit des situations où l'erreur est plausible et avec des risques patients ou soignants. Alors, ces choix, ils peuvent être de 2 types, hein. C'est soit sur de l'analyse de processus en se disant: «Ouh là, ça c'est à risque, dans le contexte local, là, avec cette géographie, avec ce type de patient, ça peut poser un problème», et on peut aussi s'appuyer sur l'existant, hein, des déclarations d'erreurs médicamenteuses, pardon, ou presque erreurs, dans le service, ou le contexte, en question. Et donc ça va être des choses, je ne sais pas, la préparation des médicaments et l'administration des médicaments, intraveineux, les médicaments identifiés à haut risque, les périodes de transition ou de transfert, les urgences. Là, c'est en fonction vraiment, encore une fois, du contexte. La deuxième chose, c'est se poser la question du pourquoi et essayer d'identifier les contributeurs dominants, qu'ils relèvent de l'humain, de l'équipe, des outils, de l'organisation ou de la culture de sécurité. Et ensuite, en fonction de ces contributeurs différents, eh bien, mettre en place, enfin, travailler sur les barrières, voir ce qui existe déjà, quelle est leur fiabilité en routine, quelles sont les barrières à renforcer ou à créer. Et ça, en groupe enfin, avec l'équipe concernée, on peut tout à fait travailler sur ces barrières en groupe, en faisant émerger donc ce qu'on veut garder, ce qu'on veut supprimer, ce qu'on veut et ce qu'on veut créer. Alors quand je dis ce qu'on veut, c'est avec une réponse à l'identification du contributeur, bien sûr. Mais en tout cas, en travaillant, comme ça sur du réel, des situations pratiques, pragmatiques, eh bien, on se retrouve à comprendre les écarts utiles, c'est-à-dire là où il y a eu des adaptations dans, l'organisation, des soignants et qui peuvent amener, à l'erreur médicamenteuse. Et souvent, hein, quand il y a des barrières qui existent, c'est un contournement de cette barrière, ben, c'est que finalement le processus qui a été mis en place, il est peut-être impraticable. Et donc ça servira à rien de le rappeler. Si l'action qu'on met en place, c'est de se dire: «On va rappeler la bonne pratique», si cette bonne pratique n'est pas applicable sur le terrain, eh bien, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc, c'est très important de se dire pourquoi mon soignant, il contourne cette barrière alors qu'elle devrait lui rendre service. Et on est tous des soignants, hein, donc on a tous envie de faire bien. Donc, on ne contourne pas une barrière parce que juste on a envie de faire mal. Donc, c'est très important de se poser cette question. Si je reprécise avec d'autres éléments de langage, Jérôme, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, le diagnostic du travail réel, on le fait avec une démarche de prévention de risque a priori, la cartographie des risques qu'on peut construire sur la thématique, et on va enrichir cette cartographie de risque-là avec une méthode de prévention de risque a posteriori, avec tout ce qui est déclaration des événements indésirables qu'on a dans les établissements de santé. C'est à peu près ça, j'ai bien compris, hein. Exactement. Exactement. Ce que j'appelle souvent prévention primaire et prévention secondaire. Euh, au final. Et une cartographie des risques, de toute façon, elle doit être vivante, hein. Donc, elle doit s'enrichir de ce qui arrive. Et Oui. si on a essayé de sécuriser un processus et qu'il y arrive quand même des événements, ce qui est le cas dans toutes les situations, ça, c'est pas spécifique aux médicaments, ben, c'est que
il y a des éléments qu'on n'avait pas envisagés ou alors les barrières qu'on avait envisagées, elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas utilisables en pratique et donc il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe et essayer de faire émerger des barrières qui seront efficaces et qui seront viables dans le temps. Vous avez le slide, Jérôme? Oui, 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 pardon. J'avais pas vu que vous l'aviez changé, Bruno. Donc, le pilotage, parce que on parle de diagnostic, mais on fait le diagnostic, on travaille des barrières. Donc, je vous ai remis hein, le déroulé de ce diagnostic. Ensuite, on peut se retrouver avec des actions qui sont donc candidates à être des barrières pour la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, mais il va falloir les prioriser. On ne va pas arriver avec un catalogue là, de 15 barrières à mettre en place, 15 actions à mettre en place. Et puis, voilà, c'est vraiment la démarche qu'il faut faire si on veut que ça ne tienne pas. Donc, on va prioriser. Donc là, vous connaissez aussi bien que moi les méthodes de priorisation qui vont tenir compte de la gravité, de la fréquence, aussi de la détectabilité, de l'effort à fournir pour arriver à mettre en œuvre cette barrière. Et tout ça, ça nous permettra donc de se dire c'est utile, c'est prioritaire et ça tiendra dans le temps. Pour ça, on est obligé d'impliquer le management. Et quand je dis le management, c'est à tous les niveaux, donc ce que j'appelle les sponsors, hein, donc ça va être l'encadrement. Quand je parle d'encadrement, je ne parle pas forcément de cadre de santé paramède, hein. Les médecins, chefs de pôle, chefs de service, responsables d'unité, ça fait partie de l'encadrement, il faut les impliquer, parce que sinon on voit qu'un petit bout de la chaîne. Essayez de rentrer dans des rituels, rituels quotidiens, rituels hebdomadaires, rituels mensuels, mais qui fait revenir systématiquement sur ce qu'on a mis en place et quel retour d'expérience on en fait. Et donc, à travers ça, discussion d'indicateurs simples, et ce qui nous permet d'être dans une boucle d'amélioration. Donc, on ne va pas appliquer un catalogue, on aura la même méthode partout, mais avec des priorités qui sont locales, et on implique le management pour être dans une démarche d'amélioration continue, mais de terrain, j'ai envie de dire. Ça peut être comme ça se fait notamment c'est plutôt dans la production que ça se fait ça, mais on peut très bien essayer de l'appliquer aux soins, hein, c'est de rentrer dans des routines de management visuel avec l'équipe qui se réunit, c'est du stand-up meeting de 5-10 minutes, pas plus, parce que sinon, ça ne tiendra pas non plus dans le temps, puisqu'on sait qu'on n'aura pas le temps de le faire avec un tableau. On a eu ce problème-là, on a diagnostiqué, on est arrivé à une action, on a proposé cette action. Est-ce qu'elle tient dans le temps? Est-ce qu'elle ne tient pas dans le temps? Est-ce que ça corrige réellement le problème? Et on fait du feedback aux équipes. Et ça peut être quelque chose qui fait vraiment la durabilité des actions. Alors moi j'ai une question, on peut peut-être prendre le temps de… Si vous avez des questions hein, aux gens qui participent, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais relayer les questions à Jérôme et à Frédéric. Mais alors, moi j'ai une question alors, un petit peu provocante et je vais un petit peu embêter Frédéric avec ça parce que finalement le sponsor… Vous nous décrivez un sponsor dans un hôpital public où on a un cadre de santé et un chef de service, hein, globalement. Qu'en est-il, Frédéric, dans un établissement de santé privé, puisque toi, tu exerces en établissement de santé privé? Le cadre de santé, ça doit être la pierre angulaire, mais comme il n'y a pas de chef de service, on fait comment pour faire passer les bons messages? C'est peut-être un peu plus compliqué. Là, Je te remercie pour cette question. C'est vraiment, c'est très sympa. Non, c'est une prise de conscience et une acculturation à la culture sécurité. C'est-à-dire, ça vient à la fois des médecins, et des cadres, de l'encadrement. Alors, on sait tous hein, qu'il y a un gros turnover aussi dans ces zones. Donc,
faut s'appuyer sur les acteurs de terrain et développer leur culture. Donc, les aides-soignants, les infirmiers, parce que eux, ils sont là au quotidien face aux patients et vous en parlerez tout à l'heure, ils subissent, comme le patient en première ligne, le poids des erreurs et la pression de production. Donc, c'est un mélange un mélange avec quand même le pouvoir aux paramédicaux pour le coup qui sont eux sur place, sont pas libéraux et interagissent avec la pharmacie et les médecins, sont pas toujours les meilleurs élèves, on va dire. Oui, alors ma question, elle voulait pas être piégeuse, mais je voulais juste reprendre l'objectif sur la slide de Jérôme. Finalement, on a une même méthode globalement qui est proposée par la HAS, mais il y a des priorités locales, on va dire des organisations locales qu'il faut absolument prendre en compte. Donc ça, c'était à mon sens important à préciser. Et on va dire dans les établissements de santé privés, je pense que c'est les cadres de santé, les responsables paramédicaux, on s'appuie énormément sur eux pour faire vivre finalement cette politique cette dynamique de prévention des risques. Voilà. Juste pour compléter, que ce soit en établissement privé ou public, hein, peut-être qu'effectivement, on ne peut pas parler de manager avec les médecins dans certaines structures, mais en tout cas, s'il n'y a pas au moins une implication, ça peut poser un problème parce qu'il ne faudrait pas que le médecin, à travers la pression de son emploi du temps, etc., conduise à mettre la pression sur les soignants pour leur faire prendre des risques. Et encore une fois, le médecin, lui, il n'a pas de volonté de faire mal. C'est pas le sujet. Mais s'il n'est pas impliqué dans le process quand même, ben, il n'aura pas conscience que cette pression qu'il va mettre, cette charge mentale potentielle qu'il va mettre sur le soignant pourra avoir un impact très délétère sur son patient. Oui, d'où l'intérêt aussi de la CME, même surtout dans les établissements de santé privés, parce que c'est eux qui vont quand même donner un petit peu le là de la politique de sécurité dans l'établissement. Donc, c'est Tout à fait. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir quand même, et là c'est pareil, c'est dans tous les établissements, qu'on ait une montée aussi en compétences managériales de l'ensemble des professionnels médicaux. Et quand je dis médicaux, c'est aussi pharmaceutique, hein, pour avoir conscience de ces enjeux. Et je fais juste une parenthèse, c'est ce qu'on essaie de promouvoir là, avec un groupe de pharmaciens qu'on a appelé le Sank Pharma, donc qui est un think tank en fait, qui essaie de faire monter en compétences des pharmaciens qui ont vocation un jour à prendre des fonctions comme ça plus managériales pour qu'ils puissent rentrer dans cette culture de managériale qui peuvent s'appliquer à la fois à la gestion d'une équipe ou à la gestion d'un processus comme le circuit du médicament comme on le voit là. Alors, on a quelques questions sur un secteur que moi je ne connais pas bien, même si j'ai une épouse qui y travaille. Quid des ESMS où le personnel éducatif est amené J'ai pas entendu la fin de la question, Bruno. de faire adhérer, on va dire, le monde éducatif à la culture sécurité concernant la prise en charge médicamenteuse. Bruno, je suis désolé, il y a eu une coupure. Je répète, ouais. On a deux questions qui concernent les établissements médico-sociaux. Et Cathy qui nous dit, souvent les médicaments sont distribués par les éducateurs et ils n'ont pas du tout été formés à cette prévention de risques infectieux, médicamenteux, pardon. Et puis une autre question, Laetitia, qui nous dit il n'y a pas de cadre de santé, mais il y a un chef de service éducatif. Et quand c'est comme ça, qui est-ce qui est responsable lorsqu'on doit distribuer les médicaments? Moi, j'ai une épouse qui travaille dans le médico-social. L'infirmière, elle n'est pas là tout le temps. Hein.
Donc, c'est une très bonne question et je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse vraiment parfaite. C'est un secteur que je très bien. Et donc, je ne sais pas si mes réponses seront adaptées. Les éducateurs, c'est vrai que ce n'est pas leur métier, hein, ce n'est pas leur cœur de métier. Après, on peut imaginer quand même un minimum, et je pense que ça existe, hein, de formation, d'information. Alors, il ne s'agit pas de les faire devenir infirmiers à la place des infirmiers, c'est pas du tout ça. Mais à partir du moment où ils participent à une activité, qu'ils soient informés sur cette activité, quels en sont les risques, et finalement, c'est un peu ce qu'on va peut-être voir après, quel mode d'escalade on peut avoir en cas de difficulté, de doute, etc. Parce que de sa profession, l'éducateur, lui, il ne saura peut-être pas gérer une situation dans la structure. Est-ce qu'on a mis en place une organisation qui permet à l'éducateur de aller tirer la manche de quelqu'un pour dire, écoute, là, je me pose cette question, j'ai un doute, qu'est-ce que je peux faire? Mais généralement, quand c'est comme ça, on n'est pas sur de l'administration de médicaments. Alors là, c'est vraiment jouer sur les mots. Ce n'est pas de l'administration de médicaments, c'est plutôt de l'aide à la prise de médicaments. Alors là, Laetitia nous précise qu'elle est infirmière elle-même. Donc, je vais essayer de mettre ma casquette de manager et je vais expliquer à Laetitia que si elle est la seule, on va dire, compétente pour tout ce qui concerne le circuit médicament dans son établissement, il va falloir qu'elle mette une casquette de pédagogue et puis après, peut-être de gestionnaire de risque pour voir comment c'est fait. Donc là, après, peut-être qu'il faut faire un quick audit pour savoir comment sont distribués les médicaments. Savoir si on s'appuie sur une prescription. Est-ce qu'il y a un vrai dossier médical? Parce que le médecin, il n'est pas toujours présent non plus. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à renvoyer un mail à la prévention médicale. J'essaierai de vous appeler pour qu'on en discute de vive voix. Parce que là, on manque d'éléments de contexte pour pouvoir vraiment bien conseiller les gens. Mais en tout cas, la philosophie de cette présentation, elle tient quel que soit le lieu, hein. C'est se poser la question, qu'est-ce qui peut arriver ou qu'est-ce qui est déjà arrivé et voir comment on peut y répondre. Et là où j'aurais plus de mal à répondre, c'est dans votre situation, dire faites ci, faites ça, je connais moins bien, mais en tout cas, ça ne peut pas être quelque chose que je vais vous livrer comme ça. Ça doit partir de un questionnement sur les pratiques. Exactement. Faire un état des lieux et surtout bien connaître le contexte pour pouvoir donner le bon conseil. Sinon, on n'y arrivera pas. Et je vous invite à déclarer tout ce qui se passe et à faire remonter toutes les difficultés, tous les problèmes. Je ne sais pas quel est le mode de management dans votre structure et quel retour vous en avez, mais en tout cas, même si vous n'avez pas de retour, ce n'est jamais une bonne raison d'arrêter de faire des signalements. Alors, il y a Gilbert Mounier qu'on salue, qui est le président de la Sauvegrèce, qui précise que l'Omédit Île-de-France a publié un document qui parle des actes possibles à la prise en établissements médico-sociaux. Donc, il faudra je vous encourage à y aller. Et puis, il y a Sylvie qui nous dit, ben oui, mais moi, en tant que libéral, j'ai aussi des problématiques sur la dispensation avec multi-prescription. Et là, pour tout ce qui est soins primaires, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'aborder ce sujet-là aujourd'hui en détail, mais je vous promets qu'on a dans les tuyaux le projet de refaire un webinaire sur la même thématique, mais pour les soins primaires. Alors, pour les soins primaires, je ne vais pas développer, hein, comme tu l'as dit, Bruno, là, mais en tout cas, je vous invite sur votre territoire à vous rapprocher des structures de type CPTS qui ont des actions à mener autour de la qualité et de la sécurité des soins, et ça peut être l'occasion d'avoir un groupe de travail local
avec différents intervenants qui vous permettront peut-être de monter en compétences, en bonne pratique autour de ces sujets, en tout cas d'avoir des moyens, des leviers pour essayer de progresser sur ce sujet. Alors, on a quelques questions, le temps tourne, donc on va continuer la présentation. Pour les personnes à qui on n'aura pas répondu, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail avec vos coordonnées. Je m'engage à vous rappeler, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on ne pouvait pas parler d'erreur médicamenteuse sans l'illustrer par un exemple qui est dramatique pour beaucoup. Jérôme, je te laisse expliquer la situation. Je vous propose de relire très rapidement le cas pour bien en comprendre la teneur. Donc, ce n'est pas récent, hein, mais j'aime bien m'appuyer sur ce cas quand on parle de causes systémiques, enfin en tout cas d'approche systémique. C'est une jeune fille de 15 ans qui est décédée suite à une erreur médicamenteuse dans un service d'urgence. Elle venait parce qu'elle avait mal au dos. Le médecin qui l'a examinée n'avait pas constaté de pathologie grave. Elle allait sortir de l'hôpital et il avait demandé oralement à une infirmière de lui injecter un antiémétique et un antalgique. L'IDE en question, âgée de 25 ans, diplômée depuis moins d'un an, à ce moment-là, elle avait intégré le service des urgences la veille des faits après un congé maternité. Après avoir cherché sans succès donc l'antiémétique dans le chariot de soins, elle s'est rendue à l'armoire à pharmacie du service. Elle trouve le métoclopramide dans le même compartiment que la noradrénaline, alors que les médicaments du chariot de soins sont rangés devant l'étiquette. Ceux de l'armoire sont disposés derrière. Et l'infirmière a pris par erreur la noradrénaline. Et les deux ampoules ne se ressemblaient pas forcément, mais en tout cas, ça n'a pas été une barrière en l'occurrence. Et donc, l'infirmière n'a pas procédé à l'ultime vérification avant injection. Elle a administré une dose de noradrénaline 25 fois supérieure à la dose thérapeutique maxi et vasoconstriction, violente réaction, détresse respiratoire et décès de la patiente. Donc, je n'ai pas le cas, c'était une dépêche APM, ça. Je n'ai pas eu l'analyse complète du sujet, mais je trouve que cette dépêche APM, elle est déjà vraiment très marquante d'une chose. Il faut savoir qu'il y a eu du pénal dans cette affaire et l'IDE en question, elle a été condamnée. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans une situation comme celle-là, tout était fait pour qu'on arrive à un jour un problème. C'est pareil, hein, je veux pas c'est pas à charge contre l'établissement en question. Si on prend un peu de recul sur nos pratiques, on a tous des situations qui peuvent ressembler à ça. Des rangements qui ne sont pas forcément uniformes d'un endroit à l'autre, des soignants qui sont mis là parce que il fallait absolument quelqu'un pour cette nuit-là ou ce jour-là. On a qu'elle, du coup on la met elle. Du coup une formation qui est peut-être pas top. Et puis derrière, une charge, notamment aux urgences. Hein, on sait bien en ce moment toutes les alertes qu'il y a autour de nos services d'urgence. Une charge de travail, une charge cognitive, une charge mentale qui conduit à oublier la barrière finale. Et donc, vous voyez bien que dans une situation comme ça, on pourrait dire, on fait un rappel à toutes les IDE du service, attention, vous devez faire le contrôle ultime. Est-ce qu'on pense réellement qu'une action comme ça, suite à un cas comme ça, va amener un résultat? Oui, probablement dans les semaines qui suivent. Hein, un tel drame, ça marque tout le monde. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais dans le temps, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et donc, si tu peux passer à la diapo d'après, ce qu'il faut essayer d'aller chercher à travers un truc comme ça,
C'est les conditions de travail. Charge de travail importante dans un service d'urgence, ça veut dire des interruptions de tâches, donc une pression temporelle. Elle doit sortir vite, il faut donner les médicaments, elle doit sortir parce qu'on a 10 personnes sur un brancard qui attendent. La charge donc cognitive que ça représente. Après, il y a tout le problème de la communication de la prescription. Là, c'était une prescription orale. Comment l'IDE, ok, elle n'a pas à confondre noradrénaline, métoclopramide, mais quel support elle avait au final pour se poser juste avant l'administration et se dire est-ce que je suis en train d'administrer le bon médicament? Donc tout ce qui est traçabilité. Est-ce que le principe de l'escalade, j'ai un doute, là je ne trouve pas dans le rangement, etc. Est-ce que c'était clair qu'elle pouvait avoir un doute et dans ce cas-là, aller demander à quelqu'un? Il y a tout ce qui est supervision, compétences, on y revient. Elle est arrivée la veille, elle est arrivée la veille dans le service. Est-ce qu'elle avait bien eu une formation sur tous les process, sur comment ça devait se passer, etc., sur ce qu'elle avait à faire, est-ce qu'elle était habilitée à le faire, est-ce qu'il y avait un binôme qui lui était attribué pour tout ça, la dépêche APM ne le dit pas, mais en tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser. Et puis au final, ce qui est retenu par le juge, c'est elle n'a pas fait la vérif, mais est-ce qu'on avait bien établi ce principe du stop and check, de peut-être une double vérification, au moins sur les médicaments à haut risque, etc. Et donc on voit bien que si on ne traite pas de tous ces sujets, on aura une charge qui va reposer sur le dernier maillon. Et c'est ce qu'on voit avec le modèle de Reason ou du fromage suisse. Là, tout s'est aligné, en fait. Tout a sauté pour arriver à la fin à une administration qui conduit au drame qu'on a décrit juste avant. Et je fais juste un point, parce que je ne suis pas sûr d'en reparler après, mais peut-être dans ce service, combien de fois préalablement, peut-être, des IDE avaient déjà confondu les deux ampoules, avaient pris une ampoule de noradrénaline à la place de métoclopramide, mais ayant fait ce contrôle ultime, se disent oh là là, j'ai eu chaud, j'ai failli administrer de la noradrénaline à la place du métoclopramide. Est-ce que, si ça s'est passé, ça, est-ce que ça a été déclaré? Est-ce que ces presque accidents ont été déclarés qui auraient pu se dire, ou on aurait pu se dire, mince, un jour ça peut mener à l'accident, et donc se poser les questions de tous les éléments qu'on a listés là, et qui pourraient nous permettre, je ne sais pas, de sécuriser le rangement, d'assurer que les gens y sont formés, etc., et de faire en sorte que on évite cet accident. Donc, dans cette analyse complexe qu'on peut faire, systémique qu'on peut faire autour de la prise en charge médicamenteuse, il y a un élément non technique qu'il faut absolument prendre en compte, qui sont les facteurs humains. La première chose, c'est interruption et charge cognitive. Souvent, ce n'est pas un problème d'attention, hein, mais c'est plutôt le design du travail qui fait qu'on on se retrouve dans cette situation. Parce qu'on n'arrivera jamais dans nos organisations à supprimer toutes les interruptions. Il faut qu'on en soit bien tous conscients. Et dire c'est des interruptions de tâches, il ne faut plus être interrompu. On est dans des secteurs où, de toute façon, il y a des interruptions. La question, c'est comment on gère les interruptions, comment on les gouverne et comment on arrive à identifier des moments où là, on ne doit pas être interrompu. Une des premières questions qu'il faut se poser en tant que personne, c'est moi, je me plains des interruptions de tâches. Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui va interrompre mes collègues? Et donc, avant d'aller interpeller un de mes collègues qui est dans une activité, il faut peut-être que je me pose et que je me dise, là, est-ce que c'est le moment de l'interrompre? Et après, il y a des situations d'urgence où on a besoin d'interrompre, mais dans ce cas-là, on travaille sur la reprise
de l'activité, être sûr que la personne reprenne son activité là où elle en était. Et avec conscience de se dire j'en étais là et je fais. Alors là, il y a différentes méthodes. Certains, c'est exprimer par exemple à voix haute là où ils en sont, ça leur permet de se rappeler. D'autres, ça va être de se l'écrire, ça va être de se mettre un post-it, je ne sais pas si c'est un truc papier ou visuel, se mettre un post-it là ou un marque-page là où ils en sont, peu importe. Ça, c'est individuel. Mais en tout cas, c'est se dire oui, je suis interrompu, j'en suis là et je vais pouvoir reprendre mon activité en toute sécurité. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est tous multitâches. Il y a des interruptions légitimes qui sont souvent non maîtrisées et donc notamment liées à la pression temporelle. Et au final, on arrive à des contournements par rapport aux barrières et aux bonnes pratiques. Donc là, on a plein de possibilités d'action selon l'équipe, selon le moment, selon l'activité en question. Juste une précision, je pense que ce sujet d'interruption de tâches, elle ne peut pas être gérée en individuel, hein, c'est vraiment une problématique collective. Et il y a quand même des gens qui ont réussi ça, hein, à essayer de sanctuariser certains moments de la journée. Jérôme, vous êtes pharmacien, pour avoir visité de nombreuses pharmacies, tout ce qui était plante de cueillette à la pharmacie, c'était pas de téléphone quand je prépare les doses journalières des patients, on ne doit pas être dérangé. Donc il y a des secteurs qui ont réussi à sanctuariser ça. En imagerie médicale, on a certains services d'imagerie médicale, quand le médecin il est en salle d'interprétation, il n'est jamais dérangé, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une approche qui doit être collectif sur l'interruption de tâches, sinon on n'y arrivera pas. C'est exactement ça, on retombe systématiquement, mais vous avez compris que c'était mon propos, dans une approche managériale. C'est quoi dans un process les activités qui doivent être sanctuarisées? Donc on va isoler, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces interruptions de tâches, c'est pas juste se le dire, c'est effectivement un plan de cueillette avec dans un endroit fermé, le téléphone de l'IDE ou du préparateur. Pendant 1 heure, on ne peut pas rester sans téléphone, mais du coup, qui est-ce qui répond quand l'IDE est en train de préparer les médicaments? Comment on informe les collègues autour qu'on est dans une activité à risque? Et ça, je ne sais pas si la question allait arriver, mais en tout cas, on a parfois la question de mettre des chasubles ou des affiches sur ces pour montrer aux interlocuteurs que on est dans une activité à risque. C'est pas que les médicaments, ça peut être de la transfusion aussi. Par exemple, quand une infirmière elle est transfuse, elle peut mettre son gilet, ne pas déranger, parce que c'est un moment qui est important. Et donc ça, c'est pareil, il faut bien l'encadrer, il faut le préciser. Nous, on a eu une expérience dans un service où toutes les familles, tous les patients étaient informés à leur entrée par de l'affichage que quand il y avait une activité de soins à risque, eh bien, les infirmières avaient une chasuble fluo et ne devaient pas être dérangées. Ça marchait bien. Dans un autre endroit où c'était un peu moins de l'information, comme ça, c'était un peu tombé, peut-être moins organisé, ça s'était transformé en ah, ah, salut, c'est quoi ton gilet? Ça sert à quoi? Et du coup, que ce soit d'ailleurs, enfin, les soignants, mais aussi peut-être des fois les familles qui. C'était l'occasion d'aller discuter avec la personne. Alors que, donc, tout l'effet contraire de celui recherché. En tout cas, c'est sûr que c'est important d'identifier ces activités qui doivent être sanctuarisées. Dans les facteurs humains, on a aussi tout ce qui est routine, vigilance, compétences non techniques, encore une fois. Donc, la routine, c'est bien parce que
ça permet d'automatiser certaines tâches, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça entraîne une réduction de la vigilance et que ça normalise les écarts. Alors, on pourrait se dire, bah, du coup, il faut mettre des checklists partout. C'est sûrement pas ça le principe, mais en tout cas, essayer d'avoir des micro-rituels qui reviennent, ciblés sur des éléments clés, et en associant ça à de la compétence non technique sur de la gestion du doute, du cross-checking, de l'escalade, de la supervision, etc. Et tout ça, on peut facilement, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, on peut le travailler avec la simulation, par exemple, parce que bah, ça permet de se mettre en situation réelle, mais dans un contexte sécurisé. Et ce qui est intéressant avec la simulation, c'est que on peut avoir différents niveaux. On peut avoir des grosses séances de simulation avec beaucoup de matériel technique, etc. Ça, c'est très intéressant de pouvoir le faire, mais ça ne peut pas s'appliquer à tous les process et à toutes les routines, on va dire. En revanche, installer dans les services avec une ou deux personnes formées quand même à la simulation, il faut que les gens soient formés, mais on peut mettre des séances de simulation courtes, in situ, où on va reproduire quelque chose du quotidien, et par exemple en mettant une ou deux interruptions de tâches là-dedans, et on voit comment c'est géré. Et on débriefe derrière, et on fait ça régulièrement, et ça peut être intéressant, et se dire, ah oui, je m'entraîne, et l'entraînement fait qu'on va le faire mieux dans la vraie vie. Mais Jérôme, est-ce que tu crois pas que Ouais. ça vient aussi d'un problème, et là je le dis d'autant plus facilement que je suis médecin, c'est moi on m'a pas appris que j'étais faillible. On m'a dit que l'erreur, c'était par manque de compétences techniques ou théoriques, mais à aucun moment on m'a dit que l'être humain était faillible, et donc que je devais compter sur l'organisation, le système pour sécuriser mes pratiques. Et là, l'infirmière qui revient, cette histoire de noradrénaline, enfin, on a tous, moi, j'ai injecté des médicaments par erreur, sur les doses et autres, et franchement, tout était organisé pour que je me plante, hein. C'est James Reason qui dit que le dernier intervenant, c'est souvent l'héritier d'un breuvage létal long à concocter. Donc, et c'est un peu cette histoire, ce que tu dis. C'est exactement ça. Et ça, c'est toute la culture sécurité qu'il faut avoir. Alors, on parle de culture sécurité dans un établissement, c'est important, mais c'est toute la culture sécurité euh, euh, qui devrait arriver dès tout petit, en fait, hein, dès les premières années d'études autour des métiers de la santé. C'est un peu tout l'inverse, encore aujourd'hui, hein. On peut-être moins dans les IFSI, IFAS maintenant, mais en tout cas, dans les premières années d'études médicales, on apprend aux jeunes à être des êtres infaillibles, malheureusement. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une certaine assurance. Si on doute tout le temps, on ne prend pas de décision, et on sait qu'en santé, c'est pas bon, mais il faut avoir conscience que la décision qu'on peut prendre, elle peut ne pas être la bonne si toute l'organisation n'est pas associée à cette gestion des défaillances. Alors, dans les éléments qu'on peut travailler, il y a aussi la communication. Il y a beaucoup d'erreurs médicales, et là, on n'est pas que sur le médicament, qui sont associées à des erreurs de communication. Les métiers comme les militaires, les pompiers, etc., l'ont très bien compris dans les missions critiques qu'ils peuvent avoir. La communication et la bonne communication est un principe fondamental de survie et pour la réalisation de ces actions. Dans la santé, il faut qu'on s'inspire de ça, et le SAED, donc, que vous connaissez peut-être, ou sûrement si vous êtes plutôt dans la partie gestion des risques,
situation, antécédent, évaluation, demande ou décision. C'est une méthode qui est américaine, je crois, au départ, mais qui a été reprise par la HAS pour essayer de la mettre en œuvre dans nos process de santé. Et il faut voir, mais il ne faut pas voir ça comme un outil de plus, hein. C'est plutôt se dire qu'on a un format commun de communication très adapté pour les moments à risque, pour la clarification d'une prescription, pour un transfert de patient, pour un appel en situation incertaine, pour la gestion de médicaments à risque. Et ce mode de communication, il est très adapté. En revanche, on ne peut pas le faire que dans les situations critiques. C'est-à-dire que si on veut faire un truc bien, c'est un peu comme le principe de la simulation, hein. Si on veut faire un truc bien, quand on est en situation critique où il y a un stress très important, il faut qu'on soit entraîné à le faire. Et donc, c'est vraiment une culture, là aussi, à avoir de format de communication qu'on déploie, même quand ce n'est pas le stress, même quand ce n'est pas critique, pour être en capacité de le faire quand c'est critique. Je ne sais pas si Fred, toi, tu es encore plus intéressé par ces sujets-là, si Ouais. tu veux. Non, mais le SAED, c'est très compliqué. Nous, quand on fait nos tournages pour essayer de montrer un bon SAED, eh ben, on a beau être entraîné, habitué, comme tu dis, hein, pour que ça devienne. Alors, avant qu'elle aveugle cette routine, utiliser le SAED de façon efficace et pertinente, ça implique de mettre en œuvre des techniques de communication. Et c'est ce qu'on voit. Alors, moi, c'est mon exemple depuis des dizaines d'années, c'est au resto. Quand on va au resto chinois, la communication en boucle sécurisée, au resto chinois, ils l'ont bien compris, hein. Vous commandez un riz cantonné, ils vous répètent ou un menu à 5, ils vous répètent, hein. Nous, en médecine, on ne le fait pas. Et l'adrénaline, typiquement, c'est un peu plus embêtant qu'un riz cantonné ou un rouleau de printemps. Très bon exemple. Alors, l'apprentissage, Jérôme. On l'a déjà un peu évoqué, hein, c'est comment on relie prévention primaire et prévention secondaire. Donc la prévention primaire, on a vu le processus tout à l'heure, on essaie de travailler là-dessus, standardisation, formation, habilitation, design du travail, et on travaille sur la prévention secondaire, c'est-à-dire que tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses des événements ou des presque événements qui sont passés, on les déclare, on en fait une analyse systémique, on met en place des actions correctives, on fait un retour d'infos au terrain. Un des points finalement qui cause des sous-déclarations, c'est l'absence de retour. On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, le feedback. On me demande de faire des déclarations, j'ai fait une déclaration, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Alors oui, en tant que responsable ou gestionnaire d'un risque, on ne peut pas tout traiter, mais au moins se dire, OK, on a pris en compte ce que vous nous dites et ça nous sert quand même à enrichir notre analyse de risque, au moins ça. Oui, Bruno. Tout à l'heure, dans les participants, il y a, je crois que c'est Jean-Yves qui disait qu'on ne peut pas tout déclarer parce que sinon on ferait peut-être que ça toute la journée. Mais il y a une autre méthode qui veut que, par exemple, on se dit pendant 24 ou 48 heures, on déclare tout. Et finalement, comme on est sur une durée précise, on fait l'effort. Et c'est sur cette durée-là, cette période-là, qu'on va faire une analyse complète et qu'on va mettre la criticité de chaque événement indésirable qui sera déclaré. Et là, pour le coup, le presque accident, il faut. D'ailleurs, les Québécois, ils appellent ça l'échappée belle, hein. C'est important également de le déclarer. Je vois que sur ton slide, tu parlais du soutien de seconde victime. Je vais prendre le relais, si tu veux bien, Jérôme, là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui est finalement assez récent. On le trouve dans la littérature que depuis 2000, puisqu'il a été publié au British Medicine Journal. Et ça, c'est un de mes sujets de prédilection, c'est de dire qu'il
il faut qu'on fasse très attention à nos collègues qui sont partie prenante ou à l'origine ou d'une erreur médicamenteuse ou toute forme d'erreur d'ailleurs, hein, et que c'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause ses compétences. Je veux simplement dire que l'erreur peut arriver à tout le monde, et donc ça c'est hyper important qu'on le prenne en compte. D'ailleurs, le Collège français des anesthésistes réanimateurs s'était penché là-dessus depuis 2016, mais il y a d'autres associations, Frédéric, que tu disais, qui avaient traité le sujet. Oui, oui, il y a une association, c'est l'association, alors je risque de peut-être me tromper, l'association Santé pour les soignants, qui a un numéro gratuit de soutien psychologique pour les secondes victimes. Donc, il y a différentes organisations. Il y a les cliniques privées ont aussi des hotlines, les hôpitaux également. Alors, il y a des psychologues. Alors, tout est bien quand c'est la journée parce qu'il y a du monde. La problématique, c'est la nuit, le week-end, le 15 août, où là, c'est plus compliqué parfois. Et puis, la sécurité, on peut s'appuyer aussi sur des outils, Jérôme. Juste, Bruno, Oui. je fais le point avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de la jeune infirmière là. On est récemment diplômé, on a envie d'apporter du soin au patient, d'améliorer sa santé. Il se passe un événement comme ça, vous imaginez l'impact que ça peut avoir et la difficulté derrière à se remettre d'un événement comme ça. Vraiment, cette notion de deuxième victime, c'est considérable. On ne mettra pas. Et on parle même maintenant d'un concept de troisième victime où globalement, si on ne prend pas en considération le soignant qui est dans la détresse, il peut soit faire une bêtise pour lui-même, soit reproduire une autre erreur après et on a une troisième victime. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. On doit accélérer un tout petit peu parce qu'on est pris par le temps. Bah, très rapidement là-dessus, puisque finalement c'est un peu la répétition hein, de ce qu'on s'est dit pendant 7 heures. Le management, c'est pas la sécurité, elle tient pas seulement à la compétence individuelle, mais au pilotage. Et donc, le pilotage, c'est prioriser localement à partir du diagnostic. Ça va être déployé par l'habilitation, l'entraînement, donc la simulation, maintenir des rituels, des indicateurs simples. Et donc, sans ces appuis managériaux, du coup, les barrières, elles vont finir par s'éroder, par le turnover, par la tension sur le capacitaire, par des changements d'outils. Et au final, on se retrouve petit à petit avec à ne dépendre que de ce que j'appelle l'héroïsme des équipes de fin de chaîne. Et ça, on sait que ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Donc, parfois, il faut peut-être moins d'actions, mais mieux gérer, ciblé, faisable, suivi, rendu visible. Et encore une fois, c'est très managérial comme approche. Alors, quelques exemples d'outils rapidement avant de clore cette séance de partage. Un outil que vous avez mis en place, Jérôme, je crois, dans votre établissement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'équipe pharmaceutique de Chalon qui a développé ça. On ne l'a pas rendu fermé. Hein, donc c'est où que vous soyez sur la planète ou dans l'univers, vous pouvez y accéder. Il suffit d'avoir un réseau Internet. Je vous ai mis le lien sur la slide. C'est un outil d'information qui est à la fois destiné aux professionnels de santé sur certains aspects et aussi qui nous sert à informer nos patients. Là, on pense surtout à nos patients qui sont suivis en oncologie, mais ce n'est pas tellement le sujet du jour. C'est plutôt là les informations à destination des professionnels de santé sur les modalités d'utilisation des médicaments, alors que ce soit les médicaments à risque ou les médicaments
très hospitalier où les pratiques peuvent être à risque. Donc moi, je vous invite à aller visiter ce site gratuit. Ça peut vous aider à apporter des réponses, en tout cas à vos professionnels qui se posent des questions. Là, on est sur le très technique, hein, pour le coup, plus que managérial, mais au moins, ça permet d'avoir un outil gratuit, sans connexion, adapté aux besoins des professionnels. Et puis, un autre exemple d'outil, la prévention médicale a primé en 2000 le travail d'un pharmacien, le docteur Adeline Boudet, sur tout ce qui était la thématique des médicaments écrasés. Donc, il y a des règles. Et finalement, je ne suis pas sûr que tous les soignants soient parfaitement au courant de ce qui peut être écrasé ou pas l'être. Donc, il y a ce permis qui est accessible en ligne gratuitement. Et puis, il y a l'Omédit Normandie qui tient à jour régulièrement, puisque la dernière mise à jour, c'est janvier 2026, donc c'est très récent. La liste des médicaments qui sont écrasables ou pas, et cette liste, elle est faite en partenariat avec la Société française de pharmacie clinique. Et puis, un troisième outil qui est un logiciel d'aide à la prescription. Là, c'est mon envie de faire un cocorico, puisque c'est une start-up française de santé numérique qui a développé avec de l'intelligence artificielle générative plusieurs outils qui permettent de fiabiliser un peu mieux tout ce qui est prescription, et notamment au niveau de tout ce qui est interaction médicamenteuse, contre-indication ou effet indésirable. Donc, c'est vraiment un outil qui est très intéressant à utiliser, qui est développé, qui est présent dans 300 établissements en France, et puis auprès de plusieurs dizaines de milliers de professionnels libéraux qui ont choisi cette solution. Donc, ils sont en train de se développer à l'international, donc c'est très intéressant. Jérôme, je vous laisse conclure. Oui, merci beaucoup, Bruno. Alors, des outils, il y en a beaucoup plus que ça, hein, bien sûr, mais Oui. vous pouvez nous contacter s'il y a des besoins. Je voudrais juste vous donner les quelques messages à ramener à la maison avec vous en 5 phrases. Elles sont écrites, hein. Les 5 B, donc c'est un résultat. Je pense que vous avez bien compris, à force que je vous le dise depuis 1 heure. Et c'est bien en sécurisant le processus qu'on les obtient et pas juste en les rappelant à l'IDE qui est en bout de chaîne. Le levier numéro 1, c'est le diagnostic du travail réel, avec toutes les contraintes, la variabilité, les signaux faibles qui peuvent exister. Prendre en compte, bien sûr, les facteurs humains. Et ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure, qui rappelle que pourquoi l'erreur, elle reste possible malgré les mesures techniques. De la communication et de la supervision qui sont des barrières, et on peut utiliser des outils là, de gestion de cette communication et de cette supervision pour que ça tienne la route. Et puis, la sécurité, elle tient si elle est pilotée, et donc une action managériale forte pour avoir un système fiable. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Malheureusement, on a débordé un petit peu, donc je m'en excuse auprès de tous les participants. Je tiens, moi, à remercier toute l'équipe éditoriale et l'équipe com de notre service qui est intervenu en back-office et qui a tout fait pour que cet événement soit une réussite. Donc, toutes ces personnes vont se reconnaître. Je remercie également Gilbert Mounier qui a bien relayé l'événement au sein de son réseau de la Sofgrest. Merci à lui. Nous espérons que le contenu a été intéressant pour tout le monde. On a en projet de faire le même sujet, mais plutôt orienté soins primaires. Et puis, ce webinaire, je vous le rappelle, peut être vu en replay. Il est accessible donc à partir du site de la prévention médicale, à partir de la semaine prochaine, sans aucun problème. Et qu'on va refaire le prochain webinaire qu'on fera
va traiter un sujet vétérinaire, puisque c'est comment aborder le chat en consultation vétérinaire pour éviter tout ce qui est risque professionnel pour le médecin vétérinaire. Donc, on change totalement de sujet. Ça peut être intéressant également. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à cette webconférence. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien du soleil. Je crois qu'on a du soleil France entière, donc il faut en profiter au maximum. Après ces semaines mornes de pluie qu'on a eues, là, c'était terrible. Merci Jérôme, merci Frédéric. Belle fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, ben, merci beaucoup. Voilà. Oui, je suis sûr de stopper le webinaire.